Bonjour, professeur François Joyaux. Merci de nous accorder cette interview. Vous venez de publier chez les éditions Perrin la nouvelle histoire de l'Indochine française. Dans cet ouvrage, vous avez d'abord mis en exergue la relation conflictuelle entre la France et la Chine. La France s'est installée en Indochine en commençant par ce qui est aujourd'hui le sud du Vietnam, qu'on appelait la Cochinchine autrefois. Ça, c'était une zone où les Chinois n'avaient pas beaucoup d'intérêt encore. La ville de Cholon, n'existait pas, la communauté chinoise de Saïgon n'existait pas. En revanche, la France, à partir de la Cochinchine, a commencé à remonter les fleuves, c'est-à-dire essentiellement le Mékong, car à l'époque on pensait que le Mékong qui aboutit en Chine pouvait être une voie de commerce facile vers la Chine du Sud. Il s'est avéré que c'était impossible, car le Mékong n'est pas navigable pour remonter en Chine. Alors petit à petit, la France a remonté elle-même son intérêt vers le nord, et notamment vers le Tonkin. Et là, bien évidemment, on atteignait une zone qui était non pas chinoise, mais enfin qui était considérée par la Chine comme particulière, car elle touchait la frontière sud de la Chine et elle était considérée comme participant à la sécurité de la Chine et notamment des provinces méridionales de la Chine. Plus la colonisation s'est développée du sud vers le nord, plus la Chine a considéré que ses intérêts étaient affectés, touchés. Et donc là est né petit à petit un conflit qui est devenu une guerre ouverte dans les années 1880. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette constance sur à peu près d'un siècle, sous différents régimes de la Chine, à vouloir à tout prix pousser la France hors de sa zone d'influence? Si vous regardez la Chine actuelle, dans ses frontières actuelles, la Chine est entourée d'un grand nombre de régions qui d'ailleurs étaient des États indépendants autrefois. Je pense au Tibet, je pense au Xinjiang, je pense aux Mongolies, Mongolie intérieure, Mongolie extérieure. Je pense même à ce qu'on appelait autrefois la Mandchourie. Toutes ces régions étaient indépendantes de la Chine et ont été absorbées par la Chine. Dans le sud, la Chine considérait aussi que pour des raisons de sécurité, il lui fallait un glacis, il lui fallait une zone tampon entre elle-même et l'extérieur. Tant que le nord du Vietnam était contrôlé par les Vietnamiens, c'est-à-dire par le régime impérial vietnamien, le régime de Hue, qui était un vassal de la Chine, tout allait bien. Mais à partir du moment où la France se substituait à ce vassal, qui devenait le voisin immédiat de la Chine, bien évidemment, là, le gouvernement de Pékin considérait qu'il y avait danger. Et de fait, la France, installée au Tonkin, dans le nord du Vietnam, et au Laos, mais surtout au Tonkin, a eu à certaines périodes des ambitions d'installation ou au moins d'influence très forte en Chine du Sud, et notamment au Yunnan. La construction du chemin de fer entre Haiphong, Hanoï et le Yunnan en est la preuve. On était là au moment où Paul Doumer était gouverneur général de l'Indochine, vers 1900. Alors comme la Chine était par ailleurs assaillie de tous les côtés par les Anglais, menaces japonaises, menaces russes au nord, tout cela se cumulait, s'ajoutait. Le contrôle du fleuve Rouge, qui mène directement du golfe du Tonkin vers la province du Yunnan. Bon, c'est une voie de communication, c'est une voie commerciale importante. Donc la Chine considère qu'il y a danger si les étrangers peuvent s'infiltrer en Chine par cette voie. Alors, que ce soit la Chine impériale, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit communiste, ça ne change rien, c'est toujours la Chine. Et la géographie reste la même, si vous voulez. C'est une constante qui résulte tout simplement de la géographie et non pas de l'idéologie ou du type de régime politique qui domine à un moment donné en Chine. Concrètement, qu'a fait la Chine sous différents régimes pour repousser la France? Sous l'Empire, c'est-à-dire avant 1911, sous l'Empire chinois, il y a eu la guerre. Ça s'est terminé mal pour la Chine et ça a été l'achèvement de la colonisation de l'Indochine française. Mais la Chine était aussi obligée de traiter avec la France, car elle avait d'abord
des besoins financiers considérables et Paris était une place financière dont la Chine ne pouvait pas se dispenser facilement. Par ailleurs, la France avait des alliés, et notamment l'Angleterre, pour ce qui est des affaires chinoises. Et donc, il fallait bien trouver un moyen de se concilier, à certains moments de faiblesse, de se concilier les prétentions anglaises, françaises et puis plus tard allemandes et japonaises et autres, qui avaient une multiplicité de menaces et donc la Chine n'était bien forcée pour y faire face de modérer ces répliques. Avec la période républicaine, les choses ont bien évidemment changé parce que ce qui est devenu la crainte essentielle pour les républicains, ça a été la menace japonaise à partir des années 30. Et alors là, les républicains ont été obligés de louvoyer entre la France et le Japon, c'est-à-dire avant tout de s'opposer au Japon, mais d'éviter que le Japon ne se serve de l'Indochine pour attaquer la Chine par le sud. Et donc là, on a eu une période, si vous voulez, où le Kuomintang, le parti au pouvoir en Chine, a été obligé, tout en se disant l'allié de la France, de se trouver une politique en Indochine plus insidieuse. Par exemple, d'encourager un parti national du Vietnam, qui était en fait la décalque du parti national chinois, du Kuomintang, un parti très anticolonial, très anticolonialiste, très anti-français, et le Kuomintang l'a soutenu tout en étant l'allié par ailleurs de la France. On s'est retrouvé ensuite avec la Chine populaire, et alors là, bien évidemment, le problème était radicalement différent, puisque pendant la guerre froide, commençait vers 1949-50, au moment où a été créée la République populaire de Chine. La France et la Chine se trouvaient dans deux blocs différents de la guerre froide, l'Est et l'Ouest, bloc occidental, bloc communiste. Et donc là, l'opposition était totale. Mais une fois encore, la Chine a été obligée de mener une politique prudente, car elle avait aussi d'autres fronts sur lesquels elle luttait à l'époque. Souvenons-nous de la guerre de Corée, qui commence en 1950, justement. Souvenons-nous de la récupération par la Chine populaire du Tibet, 1950-51. Tout cela tombait ensemble. Puis il y avait le problème de Taïwan, qui n'est toujours pas réglé. Donc la Chine était obligée, si vous voulez, de jouer sur tous ces fronts, le risque principal étant le risque américain, l'allié principal étant l'allié soviétique. Donc la France n'était, et c'est-à-dire l'Indochine française en clair, était l'un des enjeux de cette reprise en main par la Chine de tout son glacis périphérique, de tout son empire. Mais il faut bien voir que le conflit avec la France, comme il a repris en 49-50, a été un conflit parmi d'autres. Corée, Tibet notamment. Parallèlement à cette reprise en main, de l'autre côté, c'est-à-dire la France, il y a eu un affaiblissement aussi de la France dans le contexte international après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. D'abord, la France a perdu la guerre en 1940, donc la faiblesse initiale datait de cette défaite de 1940. Et puis ensuite, la France avait des alliés, notamment les États-Unis, qui n'étaient pas favorables au retour de la France en Indochine. Donc c'était un deuxième handicap. Troisième handicap, la priorité, c'était la reconstruction de la France à partir de 1945. C'était bien évidemment la grande priorité. La question de l'Indochine était très secondaire par rapport à cela. Et puis, enfin, à partir le conflit français de l'Indochine a commencé à se développer. La France, bien évidemment, l'État n'avait plus les capacités qu'elle avait eues un siècle plus tôt, au moment de la Troisième République. Elle était entièrement dépendante de l'aide américaine et les Américains ne souhaitaient pas que la France se réinstalle en Indochine, je l'ai dit. Ça s'est terminé par une défaite militaire à Dien Bien Phu, donc par un règlement politique à Genève qui a été entièrement favorable aux Chinois. Merci, professeur François Joyaux. Dans une seconde partie de l'entretien, nous reparlerons de Dien Bien Phu et surtout du rôle crucial de Pékin